Si vous cherchez un espace de la vérité et où l'information est au centre de nos préoccupations, vous êtes au bon endroit. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes nos analyses, débats et interviews dès leur sortie. Tous ensemble, comme un seul peuple, enrichissons l'actualité. Merci d'être avec nous et n'oubliez pas de partager vos réactions dans les commentaires. La Russie dévoile étape par étape les intentions malveillantes de l'Occident. Une guerre planifiée à l'avance avec Zelensky en metteur en scène. L'OTAN, l'organisation du mal de ce siècle. Lavrov dévoile étape par étape les mensonges, les mauvaises intentions, le plan destructeur de l'Occident contre la Russie. Concernant le conflit ukrainien. Au cours des 18 derniers mois, de nombreuses initiatives ont été lancées pour tenter de résoudre cette crise. Je suis certain que vous comprenez bien la situation sur place. En travaillant à Moscou, vous avez accès à toutes les sources d'informations qui, malheureusement, ne reçoivent pas toujours l'attention qu'elles méritent en Occident. Là-bas, il existe une tendance délibérée à occulter les informations véridiques et objectives. En ce qui concerne les négociations, un véritable complot semble se dessiner, marqué par des tentatives de manipulation de la réalité sous couvert de pseudodiplomatie. Cela rappelle les événements qui ont marqué le début de la crise en Ukraine, lorsque nos collègues occidentaux, en particulier les États-Unis et le Royaume-Uni, ont placé cette question au sommet de leurs priorités. Des milliards pour faire du mal aux autres. Ces puissances ont investi des milliards de dollars dans l'opposition ukrainienne, qu'elles ont portée au pouvoir par un coup d'État sanglant et anticonstitutionnel. Une fois cet objectif atteint, elles ont minimisé l'importance des accords de règlement signés auparavant, que l'opposition avait ensuite déchirés, en les qualifiant de simples étapes d'un supposé processus démocratique. Ce terme servait à masquer un coup d'État qui, selon elles, pouvait parfois prendre des formes inattendues. La première décision prise par les putschistes fut l'annulation du statut de la langue russe en Ukraine. Par ailleurs, les dirigeants de l'organisation extrémiste Secteur droit ont appelé à une marche sur la Crimée, dans le but d'en expulser tous les Russes. Ces déclarations et actions des nouvelles autorités à Kiev, arrivées au pouvoir par la force, ont immédiatement révélé leurs instincts russophobes et racistes. Par la suite, ces mêmes individus ont affiché leur affinité idéologique avec le nazisme, glorifiant des collaborateurs d'Hitler condamnés lors du tribunal de Nuremberg et célébrant des événements marqués par la création de structures inhumaines telles que la division SS, Galicie, et d'autres unités du Reich hitlérien. Des propositions refusées. Ni la Crimée ni l'Est de l'Ukraine n'ont accepté ces événements et ont refusé d'obéir aux putschistes. En réponse, une guerre a été déclenchée contre l'Est de l'Ukraine, et plusieurs tentatives ont été faites pour l'arrêter. Cela n'a été possible qu'en février 2015, avec la signature des accords de Minsk. Cet accord, visant à rétablir l'intégrité territoriale de l'Ukraine, a été salué par tous. Pourtant, 7 ans plus tard, il est devenu évident que ni l'Ukraine ni ses tuteurs, l'Allemagne, la France et d'autres pays occidentaux, y compris les États-Unis, n'avaient l'intention de respecter leurs engagements. L'an dernier, l'ancienne chancelière allemande Angela Merkel et l'ancien président français François Hollande, signataires des accords, ont ouvertement admis que ces accords visaient uniquement à gagner du temps pour armer l'Ukraine. Ainsi, la résolution du Conseil de sécurité de l'ONU, qui approuvait les accords de Minsk, a été piétinée. Dans les années 2021. À la fin de l'année 2021, les États-Unis et l'OTAN ont catégoriquement rejeté nos propositions de garantie de sécurité fondées sur une approche non alignée, incluant le refus d'intégrer l'Ukraine dans l'OTAN. Ce n'était pas une demande excessive, mais un rappel des promesses faites il y a 30 ans par les partenaires occidentaux à Moscou, selon lesquelles l'OTAN ne s'étendrait pas vers l'Est après l'unification de l'Allemagne. Ces promesses se sont avérées être des mensonges, car l'OTAN s'est élargie à 5 reprises, s'approchant ainsi directement de nos frontières. En décembre 2021, les États-Unis et l'OTAN ont catégoriquement refusé de discuter de garanties de sécurité basées sur une approche non alignée, violant ainsi les engagements pris au plus haut niveau au sein de l'OSCE, engagements que l'Occident a systématiquement ignorés. Cette position des partenaires occidentaux ne nous a laissé d'autre choix que de lancer une opération militaire spéciale. Des menaces militaires directes à la sécurité de la Russie se développaient à nos frontières, sur le territoire ukrainien. Les régions qui, au sein de l'Ukraine unifiée, devaient recevoir un statut spécial, notamment le droit d'utiliser leur langue, ont été la cible de bombardements intensifiés, causant quotidiennement des dizaines de morts. Nous ne pouvions abandonner à la merci des forces fascistes ceux qui vivent sur ces terres, où les ancêtres du peuple russe ont construit des villes, des routes, des ports et des églises pendant des siècles. Lors de discussions confidentielles avec mes collègues de gouvernement raisonnables, on me demande souvent si la Russie pourrait proposer quelque chose pour initier un processus de paix. Je souhaite revenir sur ce sujet avec vous aujourd'hui.
Nous avons invité à cette rencontre des représentants de pays ayant proposé des initiatives humanitaires et conciliatrices visant à résoudre des problèmes concrets. Le président russe Vladimir Poutine a souligné à plusieurs reprises, notamment lors du Forum économique de l'Est, que nous n'avons jamais refusé de négocier. Dès que les dirigeants ukrainiens ont exprimé leur souhait de négocier en février et mars 2022, nous avons répondu favorablement. Nous avons convenu de régler la situation sur la base des propositions de Kiev, qui garantissaient la non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN et la sécurité du pays par d'autres moyens. En juillet de cette année, lors de sa rencontre avec des présidents africains, Vladimir Poutine a présenté un document signé par les négociateurs, paraphé et prêt à être signé. Cependant, sous la pression des Anglo-Saxons, l'Ukraine a été empêchée de signer cet accord et contrainte de poursuivre la guerre, menée par l'OTAN contre la Russie, en utilisant les Ukrainiens comme instrument. Cela continue à ce jour. Regardez les montants investis dans l'aide à l'Ukraine. Ils révèlent comment l'Europe se vide de ses stocks d'armements soviétiques, russes et occidentaux, libérant ainsi le marché pour les produits américains. Cela permet aux États-Unis de réarmer les pays de l'Union européenne et de l'OTAN avec des armes fabriquées par leurs corporations, grâce à des fonds massivement alloués à cet effet. Europe trompée. Il se passe également de nombreuses autres choses, notamment la perte de la souveraineté de l'Europe et les perspectives limitées à court terme pour surmonter les graves crises en cours. Ces crises persistent dans l'économie de ce continent, en partie à cause de la stratégie délibérée de Washington visant à saper l'autonomie énergétique de l'Europe. Sous prétexte de réduire la dépendance de l'Union européenne au gaz russe, les pays européens ont été contraints de cesser d'acheter du gaz par gazoduc, malgré le fait que ces derniers fonctionnaient bien en deçà de leur capacité maximale. En remplacement, le déficit a été comblé, sous pression de Washington, par des livraisons de gaz naturel liquéfié, GNL, plus coûteux et écologiquement plus risqués, avec une empreinte carbone plus importante. Situation en 2022. Puis, en 2022, les gazoducs Nord Stream ont été sabotés. Personne n'a levé le petit doigt pour enquêter de manière transparente sur cet acte. L'affaire a été étouffée. Aujourd'hui, certains prétendent que 5 ou 6 Ukrainiens, inconnus de Zelensky et de quiconque, auraient simplement décidé de commettre ce sabotage, par amusement, et organiser un tel acte terroriste. Il est clair pour tout le monde qui profite de cette guerre. Le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, l'a déjà souligné en 2022, en déclarant que les ressources énergétiques coûtent 4 fois plus cher aux entreprises européennes qu'aux États-Unis. Il est bon qu'ils en prennent enfin conscience. Espérons qu'un jour, ils pourront y remédier. Revenons aux initiatives et appels à engager des consultations ou négociations. Nous avons toujours affirmé que nous répondrions à toutes les propositions sérieuses, et nous agissons en conséquence. Nous avons rencontré de nombreux délégués des pays représentés ici. J'ai déjà mentionné la rencontre entre le président Vladimir Poutine et un groupe de 7 dirigeants de l'Union africaine qui sont venus 2 fois en Russie cette année, en juin et en juillet, lors du sommet Russie-Afrique. Cette rencontre a abouti à une déclaration conjointe, mettant en avant des résultats positifs sur le plan humanitaire, notamment les échanges de prisonniers de guerre facilités par certains de nos partenaires du Sud global. Cependant, dans cette même déclaration adoptée fin juillet, il est clairement affirmé que nous soutenons fermement la reprise de l'initiative de la mer Noire, qui inclut à la fois la partie ukrainienne et la partie russe de l'accord. C'est une position que nous maintenons sans relâche. Pourtant, lorsque certains de nos collègues, y compris le secrétaire général de l'ONU, affirment qu'ils font des efforts pour que la partie russe de l'accord fonctionne, ils ignorent délibérément les déclarations du régime de Kiev. Ce dernier affirme qu'il n'acceptera jamais la reprise de cet accord tant que le grain et les engrais russes ne seront pas libérés des sanctions illégales. L'Ukraine déclare en effet « Oubliez les Russes, transporter leur grain d'une manière ou d'une autre, sans aucune implication de la Russie. Cela coûtera 1,5 à 2 fois plus cher, mais cela importe peu, car il s'agit de soutenir l'Ukraine, cette grande démocratie. » Nous avons également discuté avec nos collègues turcs, qui ont proposé diverses idées, ainsi qu'avec les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui ont joué un rôle discret mais important dans l'organisation des échanges de prisonniers de guerre. Le Vatican poursuit également ses efforts, avec une nouvelle visite de son émissaire prévue. Nous sommes ouverts à des rencontres et à des discussions avec tous. Voici quelques principes importants. L'Occident nous a toujours dit que la seule base de négociation possible est la formule de paix de Zelensky. Ceux qui s'y intéressent savent probablement qu'elle commence par des formulations apparemment innocentes concernant la sécurité alimentaire, énergétique, ou encore la sécurité des installations nucléaires. Cependant, cette formule révèle ensuite son objectif principal, infliger une défaite stratégique à la Russie, rétablir les frontières de l'Ukraine de 1991, traduire en justice les dirigeants russes, exiger des réparations de la Russie,
et signer un accord de paix uniquement après avoir atteint ces objectifs. Récemment, des tentatives ont été faites pour attirer les pays du Sud global dans cette formule, en exploitant leur manque d'expérience diplomatique. On propose, par exemple, à certains de prendre en charge la sécurité alimentaire, à d'autres la sécurité énergétique, ou encore les échanges humanitaires. Cette méthode relève clairement de la manipulation. Pour terminer, il est essentiel que nos partenaires prennent pleinement conscience des implications de la formule de paix de Zelensky et des conséquences qu'elle entraînera, notamment pour les populations des territoires concernés. Ceux qui soutiennent cette formule devraient clarifier les mesures qu'il prévoit pour ces populations. Les déclarations des responsables ukrainiens, que nous avons documentées, révèlent des intentions clairement hostiles envers ces groupes. Nous devons demeurer vigilants face à cette manœuvre de l'Occident visant à imposer une solution unilatérale au conflit.